Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. L'invitée que je vais recevoir aujourd'hui est un peu particulière car c'est la première fois que je vais inviter une personne qui traite de la même thématique que moi, donc à savoir la gestion de budget et les finances personnelles. Donc c'est Sophie de Riche au Féminin qui a créé donc ce projet-là depuis à peu près 1 an et demi et qui traite donc de finances personnelles, d'épargne, de mieux consommer, voilà, des sujets très très similaires aux miens. Et j'ai souhaité l'interviewer car elle s'adresse à un public essentiellement féminin et je voulais qu'on partage un petit peu nos points de vue sur la gestion des finances, la façon d'épargner, les méthodes de gestion de budget. Donc voilà, on va traiter tous les sujets pendant l'interview, on va comparer un petit peu les méthodes qu'on emploie tous les deux, on va voir un peu ce qu'elle recommande en termes de méthode de gestion de budget. On va parler aussi d'imprévus et vous allez voir que moi-même j'ai appris certaines choses sur les imprévus alors que j'ai quand même une certaine méthode là-dessus et le fait de pouvoir échanger avec une personne sur la même thématique que moi, vous allez voir que c'est super intéressant de pouvoir partager nos idées, nos formations et notre façon de penser sur la façon de gérer notre budget, nos finances personnelles, notre épargne, les imprévus et tout ça. Donc voilà, je vous laisse avec l'invité du jour, donc qui s'appelle Sophie de Riche au Féminin. Mais avant de démarrer l'épisode, si vous souhaitez continuer à écouter le podcast Mon Budget Zen et me soutenir, je vous invite dès maintenant à aller sur Apple Podcast et me mettre un commentaire 5 étoiles. Cela m'aiderait beaucoup pour continuer à amener des invités de plus en plus prestigieux sur toutes les thématiques liées à la gestion de budget. Vous pouvez également aller sur mon site internet monbudgetzen.com et vous inscrire au mail privé que j'envoie tous les lundis matins à 8h30 et qui vous permettront de recevoir en priorité les nouveaux articles de blog, les nouveaux épisodes de podcast, mais également des promotions sur les formations et coaching que je propose. Bonjour Sophie, comment tu vas ? Écoute, super, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait vraiment plaisir. Avec grand plaisir aussi. Alors c'est un petit peu la première fois du coup que je reçois une personne qui a une thématique similaire à la mienne, mais je pense que ça va être très intéressant du coup de pouvoir échanger un petit peu sur les astuces et les méthodes de gestion de budget. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du démarrage de la création de Riche au Féminin ? Pour quelles raisons et depuis quand tu as créé ce blog ? Ouais. Alors, j'ai créé le blog Riche au Féminin en novembre 2019, donc ça fait maintenant 1 an, parce que en fait, j'avais envie de partager tout mon parcours d'ancienne accro du shopping en reconversion. Parce que quand j'ai commencé à changer mon mode de consommation, quand j'ai commencé à reprendre le contrôle sur mon argent, j'en ai beaucoup parlé en fait à mes amis parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir découvert l'eau chaude et je trouvais que en fait les bienfaits que ça avait sur ma vie, sur mon argent, sur mon niveau de bonheur étaient tellement importants que je voulais en partager. Et quand j'ai vu les réactions en fait de mes amies, je me suis dit waouh, en fait elles non plus elles savent pas. Elles non plus elles avaient aucune idée qu'on pouvait vivre différemment. Et c'est là que je me suis dit au-delà d'en parler à mes amis, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées par entendre mon histoire et qui seraient intéressées par les choses que j'ai mises en place pour justement elles aussi sortir de cette spirale infernale et enfin vivre une meilleure vie. Donc c'est avec un peu ce mantra que j'ai commencé Riche au Féminin. Il y a 1 an. D'accord, mais alors c'était quoi le déclic ou ce qui t'a fait dire ok, je veux reprendre le contrôle ? Est-ce qu'il y a eu un truc, quelque chose de particulier qu'est-ce qui t'a fait dire ok, maintenant je vais reprendre le contrôle sur mes finances ? C'est une super bonne question. En fait, des déclics, j'en ai eu plein. J'en ai vraiment eu plein. Parfois, je me demande lequel a fait vraiment basculer la balance. En fait, je pense que c'est à un moment, j'ai eu un déclic qui a fait déborder le verre de déclic, si on peut appeler ça comme ça. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. En fait, j'ai commencé à être accro du shopping, je pense, quand j'ai eu 18 ans, en fait, quand j'ai découvert les magasins.
parce qu'avant ça, j'étais dans un univers où il n'y avait pas de magasin, donc c'était trop bien. Là, je rentre en France, je découvre le shopping, et là, c'est la folie. Alors, tu avais quel âge, du coup? C'était l'année dernière que c'était arrivé, ça? Enfin, quand t'as découvert le shopping, c'était vers quel âge? J'avais 18 ans. Donc, c'était okay. il y a 12 ans. Ah, ok. Donc c'est ça, je découvre le shopping, j'ai 18 ans, j'ai un petit peu de revenus par l'argent que je gagne en faisant des petits jobs, et j'y passe tout. Donc je dépense, j'étudie, je continue à dépenser. Dès que je fais des petits boulots, l'argent passe dans mon truc du shopping. Et puis j'arrive à mes 24-25 ans, toujours en dépensant énormément, et je me rends compte que j'ai peu d'épargne, j'en ai presque pas, que je passe mes week-ends et mes soirées à courir après des fringues que je m'achète et qui ne m'apportent finalement pas beaucoup de plaisir, et que je suis finalement dans un engrenage où j'enchaîne entre frustration de pas avoir assez d'argent, frustration de pas être contente de mes vêtements, frustration de manquer de temps. Bref, sur le moment, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, en fait. Et à un moment, j'ai eu un déclic plus gros, ou alors juste en un qui a fait déborder le verre d'eau de déclic, comme je te dis, où là, je me suis dit, ok, je peux pas continuer à vivre comme ça, parce que là, j'ai des petits revenus, je commence à peine à bosser. Ça va être quoi quand j'aurai des gros revenus? Est-ce que tout mon argent va passer dans le shopping? Est-ce que je vais jamais pouvoir épargner? Donc c'est ça. Je pense que c'est vraiment, avec le recul, je peux dire que c'est une accumulation de déclics qui enfin m'a fait passer à l'action. Mais tu vois, de mes 18 ans à mes 24-25 ans, j'en ai eu des déclics, mais j'ai pas réussi. Pas suffisamment pour te faire franchir le... C'était pas assez fort. Et c'était à quel âge alors, du coup, que tu as commencé vraiment à reprendre le contrôle? C'était... allez, on va dire à mes débuts de 25 ans. Okay. En fait, l'histoire, c'est que j'avais déménagé à Montréal, et j'avais un peu d'épargne, et que j'avais mise de côté pour justement recommencer ma vie là-bas, parce que c'est la première fois que je déménageais aussi loin et que je devais tout recommencer. Et en fait, j'avais pas compris ce que ça voulait vraiment dire tout recommencer. Quand tu arrives dans un endroit qui est vide, il faut le meubler, il faut acheter tout pour vivre, et en plus le coût de la vie est différent à Montréal, et les besoins essentiels sont différents, et ça je m'étais mal préparée, et c'était ça, je pense, le déclic qui a tout changé, où je me suis dit là, les vêtements, c'est une futilité, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que j'assure un rythme de vie qui me permet d'avoir une qualité de vie plus agréable, et le shopping, on verra plus tard, et où on va le changer. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. Donc c'était vraiment on va dire ton expatriation à Montréal qui t'a fait un peu réaliser ça, ouais. Et qui t'a fait peut-être revoir aussi tes priorisations de dépenses et ouais. de gestion d'argent. Oui, en fait, je dois énormément à ce déménagement, parce que avant j'avais toujours beaucoup déménagé, mais j'étais quand même en Europe. Donc t'as toujours quelqu'un pour t'aider, t'as toujours quelqu'un pour te dépanner, je sais pas moi, pour te donner un canapé, pour te donner des t'as toujours un pote qui va te dépanner un truc et tout, alors que quand t'es seul au bout du monde, ouais. Pas grand monde qui peut t'aider, quoi. Et du coup, quand t'as toujours quelqu'un qui peut t'aider, au final, c'est comme si tes priorités, t'arrivais pas vraiment à les voir, parce que tes habitudes vont pas vraiment changer, en fait. Comme j'avais toujours un peu d'aide d'un membre de la famille ou d'une amie, eh bien, je pouvais continuer mon engrenage dans l'addiction au shopping, parce que j'avais l'espace mental, j'avais le temps, et puis j'avais un petit peu d'argent. Alors que là, à Montréal, j'avais personne pour m'aider. Donc là, j'ai vraiment compris que cette addiction au shopping, c'était une futilité, et avant ça. Parce que à l'époque, en plus, j'étais arrivée à Montréal, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est aller regarder où je pouvais acheter des fringues. Alors que j'avais pas de lit, j'avais pas d'endroit où vivre, j'avais pas d'électricité, j'avais pas de casserole pour me faire cuire des pâtes, j'avais rien, tu vois. Et c'est là que... Et ton besoin vital, c'était d'aller acheter des fringues plutôt que d'avoir un lit, quoi. Et je me suis dit, mais cocotte, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Donc voilà. C'est comme ça que le déclic était plus fort que tous les autres que j'ai eu, parce que j'en ai eu d'autres avant. Mais là, vraiment, je me suis dit, tu fonces droit dans le mur, en fait. D'accord. Et alors, du coup, quand tu as eu ce déclic-là, par où tu as commencé pour reprendre le contrôle, ou quelle méthode tu as mis en place, ou
enfin, comment t'as fait pour reprendre le contrôle et vraiment réorganiser tes finances ou commencer à épargner ou gérer ton budget? Par quoi tu as commencé? En fait, j'ai commencé par faire un état des lieux de ma situation. Donc, à l'époque, en fait, il était même un peu faussé puisque j'étais dans une situation exceptionnelle, à savoir que j'avais travaillé vraiment pas mal avant de partir à Montréal pour justement accumuler un petit pactole pour pouvoir payer mes premières semaines là-bas en attendant de me retourner. Mais j'ai quand même commencé par faire un état des lieux parce que j'étais curieuse de voir, malgré tout, combien de place prenait mon addiction au shopping dans mon budget. Mmh. Là, j'ai été étonnée. C'était vraiment Donc ce que tu as fait, c'est quoi? C'est que tu as regardé un petit peu ce que tu avais dépensé dans les mois précédents en ouais, shopping, par que exemple, j'avais par mois? dépensé en France pendant que je travaillais comme une folle. Enfin, j'exagère, mais pendant que je travaillais pour payer ma vie, tu vois? Et là, je me suis dit: «Mais si j'aurais pu moins travailler et moins dépenser et avoir la même somme et profiter un peu des derniers moments en Europe parce que après je suis pas rentrée en France pendant un an, tu vois. Donc j'ai choisi de travailler vraiment beaucoup pour avoir des sous et ne pas forcément voir ma famille, enfin moi en tout cas. Euh, tout ça pour me payer une épargne en fait. Et puis au final dans le même temps je dépensais quand même des fringues, tu vois. Donc j'ai beaucoup appris en fait de cette analyse. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, c'est quoi mes mauvaises habitudes? Et en fait, c'est ce que je conseille même maintenant, mais c'est ce que j'ai fait à l'époque. C'est qu'une fois que j'ai eu mes chiffres, je suis allée au-delà des chiffres et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais dans la vie pour qui m'a fait arriver là? Parce que les chiffres, en fait, c'est juste un reflet de ce qu'on est, tu vois. Euh, je veux dire, les chiffres sur mon compte en banque, ils sont pas arrivés par magie. C'est moi qui ai fait que j'ai ces chiffres-là. Donc j'ai creusé, je me suis posé des questions, j'ai demandé à mes proches aussi qu'est-ce qu'ils pas qu'est-ce qu'ils pensaient de moi, mais qu'est-ce qu'ils pensaient de mon comportement, surtout ceux qui me connaissaient très bien, dont mon copain. Et il a pu me dire, bah, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est vrai que tous les samedis, tu vas faire du shopping, tu rentres souvent avec une bricole que t'aimes même pas. Et, et là, j'ai commencé à creuser sur ce que maintenant j'appelle ma personnalité de dépensière et un peu mon schéma de dépensière. Et à voir, en fait, qu'est-ce que je faisais vraiment avec mon argent au-delà des chiffres. Et, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Une fois que j'ai fait ça, j'avais le décor en fait de tout mon historique bancaire et je me suis dit qu'est-ce que je veux faire maintenant. Donc au début c'était pas aussi bien organisé que ce que je te dis maintenant, mais je te résume grosso modo ce que j'ai fait. Donc en fait je me suis créé des objectifs à court et moyen terme. J'étais pas dans le long terme à l'époque. Et à court terme, bah, il fallait qu'on se trouve un appart et que je me meuble et que c'était quoi d'autre? Ah oui, et on voulait aussi avec mon copain parce que je suis pas partie toute seule, on voulait aussi voyager. Et donc j'ai mis ces objectifs et j'ai regardé avec mon budget actuel comment est-ce que je pouvais les remplir. Est-ce qu'il fallait que je dépense moins? Si oui, où ça? Est-ce qu'il fallait que je gagne plus? Si oui, comment? Et c'est comme ça que j'ai repris le contrôle tranquillement. Franchement, ça s'est pas fait en une nuit. Ouais, j'imagine. Surtout Ah, que, le temps déjà de prendre conscience, le temps de se poser, de faire l'état des lieux et tout, je pense ouais. que ça prend. Et puis Et les révélations, elles étaient aussi un peu émotionnelles. Hein. Parfois, je me disais, mais franchement, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Je me suis tapée sur les doigts, je m'en suis voulu. Ça, je pense que c'est un processus par lequel passent beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément envie de se faire un état des lieux chiffré parce on sait que c'est la merde. On n'a juste pas envie de regarder à quel point ça l'est. bah, on n'a pas envie de regarder la réalité en face, je pense. Et c'est ça le. Ouais, c'est ce que je dis à la plupart de mes clients que j'ai en coaching, c'est que le plus dur, en fait, c'est d'accepter. C'est de regarder la réalité en face et de se dire, OK, en fait, bah, je fais de la merde depuis longtemps Mm. et je l'accepte. Et c'est pas grave. Et justement, je prends conscience de ça et je veux m'en sortir et je veux arrêter d'être comme ça. Ouais, tout à fait. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que justement, une fois que j'ai fait cet état des lieux, eh bien, et que je suis passée par mes phases émotionnelles où je me suis tapée sur les doigts, etc. Eh bien, je me suis dit, ok, maintenant ça suffit. J'ai remonté mes manches et étape par étape, j'ai commencé à optimiser beaucoup de choses. Donc, je me suis vraiment intéressée d'abord à la première partie, comme j'appelle ça, qui est plutôt d'apprendre à être heureuse avec peu. Donc ça, c'était mon objectif. Je voulais vraiment apprendre à, comme je l'ai dit, à
à être bien avec peu de dépenses, tu vois. Donc en gros, c'est faire des économies, mais j'aime pas appeler ça comme ça parce que je trouve que c'est un peu comme se priver, tu vois. Et là, c'était vraiment pas ça. C'était juste être exactement trouver les choses qui me permettaient d'avoir du bonheur au quotidien, mais qui me permettaient de dépenser peu, en fait. Donc j'ai commencé à faire ça, et puis une fois que j'avais une base solide, là, je suis allée voir comment augmenter mes revenus. Et à l'époque, du coup, tu étais accro au shopping. Est-ce que tu considérais que tu étais atteint d'oniomanie? Waouh, donne-moi la définition. Je voulais voir si tu connaissais. C'est en fait c'est une sorte de syndrome, hein, mais c'est pas bon. J'emploie un peu le mot pompeux, mais c'est pour rigoler. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a en gros qui fait des dépenses compulsives. Ah, Et c'est souvent lié aux gens qui sont accro au shopping. C'est pour ça que je te pose la question. c'est une bonne question. Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre le terme dépense impulsive et dépense compulsive. Moi, je pense que vraiment, j'étais juste une dépensière impulsive et pas compulsive parce qu'en fait, j'ai pu arrêter assez rapidement et j'étais pas en état de manque comme peuvent l'être les dépensières compulsives. Compulsive. Où là, c'est vraiment Okay. Un aspect plus maladif. Bah, c'est ça l'oniomanie, quoi. Ah, ok, bah tu vois, je savais pas qu'il y avait un terme précisément pour Ouais. ça. Donc non, j'ai pas dû me faire accompagner par un médecin ou par un psychologue ou peu importe. Je me suis c'est pour ça que c'était peut-être plus évident pour moi, c'est que c'était juste de la dépense impulsive. Et en fait, en faisant mon état des lieux, je me suis posé plein de questions et je me suis rendu compte que si je dépensais autant d'argent dans des fringues, c'était pour plusieurs raisons. Et une fois que j'ai pu mettre le doigt sur ces raisons-là, bah, j'ai pu régler les vrais problèmes. Et du coup, comme ces problèmes étaient réglés, bah, j'avais plus envie de dépenser. Donc c'était pas c'est ça, j'avais pas vraiment une addiction maladive, si on peut appeler ça comme ça, à la dépense de vêtements. Et du coup, quand tu étais dans cet état-là et que tu as eu tes déclics, tout ça, est-ce que à cette époque-là, tu avais des dettes ou du découvert? Ou tu étais quand même dans le vert à cette époque-là? Non, alors j'ai eu beaucoup de chance malgré tout, c'est que pour moi le découvert et la dette pour des vêtements c'était impossible, c'était juste pas faisable. Je sais pas d'où ça vient cette histoire, je pense que ça vient peut-être de ma famille, des choses que j'ai entendues, mais dans ma famille on ne s'endette que pour de l'immobilier. Que des bonnes dettes. C'est tout bête, et du coup c'est rentré dans ma tête de tu ne passeras jamais en dessous de 0 pour un jean. Tu vois, c'était un truc. Ouais. Et je suis vraiment contente d'avoir eu ça, même si c'est une pensée bizarre, tu vois, qui s'est communiquée dans ma famille. Ben, je suis bien contente d'avoir eu ça parce que ça a pu arrêter ma folie, tu vois. Je sais qu'à certaines périodes, j'avais juste plus d'argent à dépenser. Ben, j'attendais que mon salaire tombe le mois prochain. Et je le redépensais, mais j'allais jamais en dessous de zéro. Et voilà, tu avais quand même la conscience et l'éducation financière suffisante pour te dire que, ok, en fait, quand je suis en dessous de 0, c'est pas bon, quoi. Ouais, Et non, que surtout, t'allais pas voilà, t'avais quand même cette, comment dire, c'est la jugeote suffisante pour te dire que non, m'endetter pour des vêtements, c'est pas simple. Non, c'est ça. C'est ça. Et puis je me rappelle que j'avais des partenaires de shopping. Ça doit pas aider, ça, non? Mais c'est ça. C'est un truc aussi qu'il faut changer dans ses habitudes. Mais ça, si tu veux, on pourra en parler plus tard. Et c'est ça. J'avais des partenaires de shopping qui n'hésitaient pas à s'endetter ou à utiliser des cartes de crédit pour s'acheter des vêtements. Et moi là, je voyais rouge dans ma tête. Pour moi, il y avait un signal rouge en me disant non. C'est-à-dire, tu utilises de l'argent que t'as pas encore pour t'habiller, quoi. C'est ça. Ça, je ne peux pas faire. Et en fait, dans ma tête, la dette et le découvert, ça a toujours été l'argent des autres. Et donc, dans ma tête, on peut pas utiliser l'argent des autres, pardon, pour ça. On peut l'utiliser pour un truc qui vaut vraiment le coup, tu vois, genre un bien immobilier, par exemple. Mais c'est vrai que je trouvais ça pas possible dans ma tête, mais je pense que c'est juste comme je t'ai dit que j'ai entendu dans ma famille, mais au final ça m'a vraiment bien aidé. Après, pour parler plus de manière générale, plus de gestion de budget, là aujourd'hui, que ce soit sur ton blog ou sur ta façon de toi de gérer tes finances, quelle méthode tu utiliserais ou tu préconiserais sur la gestion de budget? Tu veux dire en règle générale? Ouais, en règle générale.
Oh bah écoute, il y a énormément de choses à dire. Je dirais que ça dépend vraiment de la personne. En fait, ça dépend de ce qu'elle veut, mais et ça dépend de la situation dans laquelle elle est actuellement. Donc au niveau de, en fait, c'est difficile à dire parce que c'est vrai que comme je fais vraiment toujours de la personnalisation dans l'accompagnement que je donne, Mhm. j'ai pas de réponse toute faite. Mais je dirais en fait que ce serait de privilégier le fait de se payer en premier, tu sais, avec le concept de Mhm. clarifier dès le début ses objectifs en fait de vie et Ouais. en fonction de sa situation, de s'assurer sur une année de pouvoir sur une année ou plusieurs années de pouvoir rembourser ses dettes ou son découvert s'il y en a, de payer ses factures au quotidien et d'assurer le financement de ses projets. Et c'est pour ça que moi, ce que je préconise souvent auprès des personnes que j'accompagne, c'est de faire en fait un budget sur 12 mois, parce qu'un budget annuel, c'est beaucoup plus facile de réaliser des choses sur 12 mois que de les réaliser sur un mois. Et en fait, ça enlève un stress incroyable que de planifier sa vie et de se dire, Mhm. ok, aujourd'hui, j'ai des dettes, j'ai ma vie à payer pour pouvoir continuer de vivre et j'aimerais faire ce voyage, m'acheter cet appartement, par exemple. Et c'est clair que quand on essaye de faire tout ça sur un mois, c'est impossible. Alors que sur 12 mois, et même sur plusieurs années, là, tout de suite, on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc, pour répondre à ta question, la méthode budgétaire que je préconiserais, c'est toujours d'en faire une sur le long terme, donc avoir un budget annuel et Mhm. d'intégrer le concept de se payer en premier pour s'assurer que dès le début du mois, on est en On va train de... épargner quelque chose. Ouais. Et en fait, on est en train de payer notre meilleure vie parce que moi, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que l'épargne, c'est pas une perte d'argent, hein, c'est juste un investissement dans son bonheur, en fait. Et donc, Ouais, c'est ça, dans ses projets de vie, quoi, tout simplement. c'est ça. Et donc, il y a rien de pire que faire passer son bonheur après les factures d'électricité, quoi. Alors que si Mm. on le fait avant, bien sûr, il faut prendre en compte l'argent qu'on a au total. Mais si dès le début du mois, on sait que quoi qu'il arrive, il va rester quelque chose parce que c'est déjà épargné pour notre bonheur, ben franchement, il y a rien de... Enfin, Psychologiquement, c'est un ouais. très gros plus, ouais. En fait, moi, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, je me sentais invincible, quoi. Je me disais, quoi qu'il arrive, j'ai mon Ouais, j'ai pétrole. déjà quelque chose qui est épargné parce que c'est vrai que un des problèmes que je retrouve souvent, c'est des gens qui épargnent en fin de mois si il reste quelque chose, quoi. Ouais, ils prennent les miettes, en fait. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Et puis après, en plus, ceux qui font ça ont tendance à dépenser jusqu'à qu'ils aient plus rien. Donc au final, bon, après, il reste plus rien épargné et c'est dommage. Alors qu'en faisant la méthode inverse, comme tu Ouais. dis, ben, tu te payes en premier et tu te payes, voilà, pour réaliser tes projets et pour, du coup, indirectement pour ton bonheur, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est clair que là, du coup, t'as plus d'excuses parce qu'en fait, t'as déjà mis sur le papier parce que c'est clair que c'est un peu difficile de se payer en premier sans savoir exactement combien d'argent on a et nos charges fixes et toutes les charges qu'on a par mois. Donc en fait, on est obligé de passer par un budget parce que si tu détermines que tu vas épargner 500 euros par mois mais que t'as pas fait le bilan de tes comptes, c'est un peu embêtant, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc c'est super en fait quand tu mets ta vie sur le papier, enfin ta vie du mois à venir slash de l'année à venir si tu veux te lancer dans un budget annuel, et bien en fait sur un bout de papier ou sur un Excel, ça y est tes mois ils sont préparés. Et en fait j'ai beaucoup de personnes qui me disent ouais mais j'ai pas le courage de faire ça, mais je leur dis mais prenez-le parce qu'après vous êtes en pilote automatique, il n'y a plus rien à faire. La charge mentale du budget elle est légère, quoi. Il se passe plus rien. T'as juste à vivre ta vie. Et moi, je conseille vraiment de mettre en place le plus de virements automatiques possible, juste pour pas avoir à gérer des choses qui sont pas nécessaires. Et Et qui sont faciles à mettre en place, en plus. ouais, tout à fait. Pour vraiment, en fait, faire autre chose dans la vie que de s'inquiéter de son argent. Euh, une fois Mm. que le socle de gestion est solide, bah là, t'as le temps de tout faire, là. T'as le temps de profiter de la vie, t'as le temps d'être avec tes proches, t'as du temps pour toi, t'as de la sérénité, parce que tu sais Et puis tu dors sur tes deux oreilles, surtout. c'est ça. Et tu sais que ton argent, il fait ce qu'il a à faire, en fait. Il est en train de Mm. financer ta vie.
Et toi, tu fais autre chose que de t'inquiéter, en fait. C'est ça, C'est ça. c'est ça qui est génial. Et du coup, alors, j'ai bien compris la méthode globale. Par contre, quel support tu préconiserais pour la gestion de budget? Est-ce que tu préconiserais plutôt d'utiliser la méthode des enveloppes, un Excel, une application, un mix des trois? Alors, Ou ça dépend aussi un petit peu des gens que tu accompagnes, ou est-ce que tu en as une quand même un peu générale que tu préconiserais? eh ben, écoute, t'as donné une partie de ma réponse. En fait, j'ai plusieurs outils parce que la méthode, j'en ai une, mais je dirais que les outils qui vont supporter cette méthode, ça c'est propre à chacun. Il faut que ça soit l'outil qui soit pertinent en fonction de la personnalité de la personne. Donc, par exemple, moi j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont très carnet de notes, tu vois. Donc là, moi, je vais leur dire, ben, achète-toi un carnet spécial pour tes finances, un beau machin que tu auras envie de prendre avec toi, d'écrire dedans. Et dans ce carnet-là, tu vas appliquer toute ma méthode. Et ça va être ton carnet à toi dans lequel tu vas faire ton budget annuel, dans lequel tu vas faire les déclinaisons de tes budgets et dans lequel tu vas constituer tes enveloppes pour tes différents postes de dépenses. Et du coup, pour ce genre de personnes-là, ce qui est marrant, c'est que c'est des personnes qui aiment aussi beaucoup, qui sont pas trop cartes de crédit, qui aiment beaucoup avoir de l'argent dans les mains. Ouais, Donc, cash. oui, bah, du coup, ce sera carnet plus enveloppe physique, tu vois. Ok. Au contraire, j'ai des personnes qui sont très application. Bah là, je vais leur dire, commence par faire ton budget annuel sur Excel. Et une fois que tu en es contente, tu fais la déclinaison mensuelle. Et là, tu t'aides de l'application. Et si tu veux, tu peux aussi te faire, parce que maintenant ça existe, des enveloppes virtuelles sur des comptes en fait en banque pour justement gérer tes postes de dépenses. Donc, Ok. en fait, je pense qu'il faut vraiment s'adapter à la personne parce que je pense pas qu'il y a un outil. Plus efficace, plus pertinent qu'un autre, quoi. Non, c'est ça. En fait, ce qui marche, c'est c'est ce qui te Ce qui plaît. correspond à la personnalité de la personne. C'est comme le sport ou c'est comme le régime, tu vois. Moi, par exemple, je déteste courir et il y en a qui adorent ça. Bon, tu vois, ça veut pas dire ça veut pas dire que l'outil de la course, il est pas bon. Au contraire, tu vois, il est bon pour certaines personnes, il est pas bon pour d'autres. L'important, c'est juste de trouver, l'outil le plus idéal. Qu'est-ce que t'en penses, toi, là-dessus? Ben, alors moi, du coup, j'ai plutôt tendance à faire appliquer la méthode que je considère bien, même si suivant la clientèle que j'ai, c'est vrai que je peux adapter. Ouais. Moi, personnellement, je suis plutôt Excel plus application. Ouais, ok. L'Excel pour, voilà, pour vraiment faire le budget mensuel, Mhm. et l'application qui permet en fait de suivre les dépenses, surtout variables, au quotidien, parce que ça permet de synchroniser, ça permet d'être synchronisé avec ta banque et donc du coup de pouvoir gérer tes budgets variables. Ouais. Mais après, suivant la personnalité des gens, alors comme tu dis, j'ai certains clients qui préfèrent travailler avec un carnet de notes et des enveloppes. Et alors du coup, ça n'a rien à voir avec cette méthode-là, donc ben je m'adapte. Et c'est vrai que la méthode des enveloppes ou d'écrire sur un carnet peut être adaptée suivant la personnalité. Ouais. Donc en soi, je te rejoins complètement en fait sur ce que Ouais. tu as dit. Mais c'est vrai que moi personnellement, donc la méthode budget que moi j'utilise et que je préconise en général, c'est plutôt l'Excel et l'application. Ouais. Oui, je comprends. Ben, moi, tu vois, celle que moi j'utilise personnellement dans ma vie de tous les jours, ben, ma méthode de toute façon, celle que j'enseigne et que j'utilise du coup moi, elle marche que ce soit avec un Excel ou avec du papier. Parce qu'en fait, à l'époque, j'ai fait les deux. J'ai commencé par le papier et ensuite je suis allée au Excel parce que je trouvais ça plus pratique. Aujourd'hui, je continue à l'utiliser et j'utilise, c'est vrai, le Excel dans mon budget annuel et mon budget mensuel. Et après, effectivement, j'utilise pas d'application par contre, mais j'utilise tout ce qui est enveloppe virtuelle et certaines enveloppes physiques. D'accord. Et c'est vrai que ça. Et quand tu dis enveloppe virtuelle, c'est sur le compte en banque en question, ou sur, vu que c'est pas une application, ou comment tu fais pour faire des enveloppes virtuelles? T'as plusieurs banques en ligne en fait qui proposent des enveloppes virtuelles, donc c'est trop bien. Par exemple, N26. Quand tu ouvres un compte gratuit chez eux, tu as le droit à 2 enveloppes. En fait, c'est des épargnes sur lesquelles tu peux stocker de l'argent. Et donc, par exemple, moi, donc j'ai plusieurs comptes en ligne, mais par exemple, pour te donner l'exemple sur N26, j'ai mon compte épargne Noël et j'ai enfin c'est une enveloppe plutôt, on va pas appeler ça un compte épargne.
c'est une enveloppe Noël et j'ai une autre enveloppe courses. Et voilà. Et en fait, en début de mois, ce que je fais, c'est que je répartis mes dépenses fixes et mes dépenses plaisir dans les différentes enveloppes pour celles pour lesquelles je ne peux pas faire de virement automatique. Ouais, après, ok. Mais du coup, alors, c'est-à-dire que tu as le droit qu'à 2 enveloppes uniquement ou tu peux en créer autant que tu veux? Alors, tu peux en créer autant que tu veux, mais là, tu payes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs comptes, plusieurs banques en ligne qui me permettent d'ouvrir plusieurs enveloppes. Mais dans les faits, j'ai pas besoin de tant d'enveloppes que ça. Hein. Je pense qu'au bout de 4-5, pour de l'épargne à court terme, c'est correct, quoi. Ok. Et alors après, je voulais parler d'un sujet qui concerne plus la problématique des gens sur la gestion de leurs finances personnelles. Ouais. À ton sens et de ton expérience, quelle est pour toi l'erreur principale que font les gens qui sont justement déprimés ou perdus dans la gestion de leurs finances personnelles? C'est vraiment une très bonne question. C'est pour ça que je la pose. Moi, l'erreur que je vois la plus souvent des personnes qui me contactent, c'est qu'elles me disent que elles n'y arrivent pas avec leur budget, elles voient pas le bout, et que la solution pour elles, c'est d'avoir plus d'argent ou de gagner plus. Et ça, pour moi, c'est qu'une partie de la réponse, mais c'est surtout pas la réponse au tout début, en tout cas. Pour moi, gagner de l'argent, c'est quand tout ton socle de gestion financière, il est nickel. Là, tu peux y aller. Tu peux aller gagner plus d'argent. Mais avant ça, il y a toute une partie que les gens oublient. En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils mettent trop d'énergie et trop d'espoir, limite, dans le fait de gagner plus d'argent. Alors que, en fait, ce qui est important, c'est d'apprendre à être heureuse avec, pas avec peu, mais avec des dépenses minimales qui apportent suffisamment de plaisir. Donc, en fait, en gros, c'est apprendre à dépenser moins et à être bien avec ça. Et c'est ça. Et à vivre aussi avec, selon ses moyens. Exact. À vivre. C'est-à-dire déjà faire en sorte de pas dépenser plus que ce qu'on gagne dans un premier temps. Oui, exactement. Et en fait, je pense que ça effraie les gens de se dire qu'il faut faire des économies parce qu'on a cette pensée que faire des économies égale privation. Mais en fait, ce que j'explique beaucoup aux personnes que j'accompagne, c'est que c'est juste une question de redirection de l'argent qu'ils ont déjà. En fait, avec l'argent qu'ils ont déjà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et une fois qu'ils ont compris tout ce qu'on peut faire, ils vont voir que c'est possible de vivre, comme tu l'as dit, en dessous de leurs moyens ou au moins à côté. Enfin, à côté, c'est-à-dire être pile dans leurs moyens. Moi, ce que je préconise, c'est d'être en dessous, ça c'est sûr. Comme ça, là, tout de suite, ils comprennent les bienfaits de l'épargne dès le début. Donc c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou je me suis un peu étalée? Ah non, c'est très bien, c'est très bien. Et puis je la partage à 100%, donc parfait. Et un autre sujet aussi qui revient souvent dans les personnes que je coach ou dans les sujets que j'aborde, et je suis curieux d'avoir ton avis, c'est concernant les imprévus. Alors déjà, est-ce que tu me confirmes que c'est une problématique qui revient souvent chez les gens que tu accompagnes? Ouais, tout à fait. J'adore ce sujet-là, en fait, les imprévus. Ouais, moi aussi, et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir un peu ton avis, ton ressenti, qu'on échange sur ça. Selon toi, comment il faudrait faire face, ou tu anticiperais les imprévus? En fait, pour moi, comment le dire? Il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent se prévoir. Et je sais que ça paraît fou de dire ça parce que tout le monde me dit non mais Sophie, on n'a pas de boule de cristal, comment veux-tu que je prévoie ce qui peut arriver? Et en fait, on a cette capacité de prévoir, pour moi, une grande partie de ce qui peut arriver dans notre vie de tous les jours. Et une fois qu'on les prévoit, si tu veux, après, je peux t'expliquer comment moi je conseille les gens de prévoir les imprévus. En fait, ma technique pour moi, c'est vraiment de mensualiser ces imprévus chaque mois. Donc, de chaque mois, en fait, épargner une certaine somme pour être capable de payer l'imprévu quand il va arriver. Et en fait, ça c'est un excellent moyen pour ne pas qu'un imprévu te mette dans le rouge ou bouffe toute ton épargne parce que tu l'as pas prévu. Et c'est vrai que malheureusement, les imprévus, en plus du fait qu'ils font des trous dans les budgets, ils dépriment énormément. Et on sait que la motivation, c'est super important dans le budget. C'est pour ça que prévoir un maximum de choses, pour moi, c'est la clé
d'un budget santé, tu vois, d'un budget qui fonctionne sur le long terme. Qui fait du bien au moral, ouais. Après, alors je me permets de rebondir sur le coup de mensualiser et prévoir ses imprévus. Alors, est-ce que tu parles de vraiment de mettre de côté tous les mois sur ton livret A pour faire face aux imprévus de manière générale, ou est-ce que c'est pour un imprévu que tu peux anticiper, par exemple, on va dire des travaux qui vont arriver, ou je sais pas moi, remplacer ce porte-fenêtre, un truc comme ça, ou est-ce que aussi tu parles, parce que moi c'est quelque chose dont je parle souvent, que j'insiste beaucoup, de mensualiser toutes ces factures, enfin, tout ce qui est charges fixes, essayer de tout mensualiser, parce que je sais pas toi comment ça se passe dans les accompagnements, mais moi je vois souvent des gens qui arrivent en janvier, ils doivent payer l'assurance d'un coup, en une fois, et c'est 1 000 € d'un coup. Ou alors, ou je sais pas, mais beaucoup de paiements à l'échéance qui peuvent se mensualiser par exemple. Et moi, un des premiers conseils que je donne de base, comme les impôts, comme la taxe d'habitation, la taxe foncière, de tout mensualiser. Ben, tout à fait. Ça c'est quelque chose que je dis aussi très très rapidement dans ma formation, et puis je pense que j'en parle sur mon blog. Oui, ça clairement, mensualiser toutes les toutes les grosses dépenses comme ça. Mais celles-là, tu vois, je les catégorise pas forcément comme des imprévus, mais plus comme des dépenses fixes obligatoires, tu vois. Ouais, je sais, mais pour certaines personnes, ça peut être perçu comme un imprévu parce qu'ils oublient. Oui. Ils oublient et ils se disent en janvier, ah merde, j'ai oublié, j'ai l'assurance à payer, c'est 1000 balles. Ils considèrent que c'est un imprévu, alors qu'en soi, ce n'est pas un imprévu, hein, c'est un imprévu justement qui se prévoit. Mais ça fait partie, justement, comme tu disais, des imprévus qui peuvent facilement se prévoir, et je pense que ça, c'est des premières étapes à faire. Pour anticiper tout imprévu, quoi. Ouais, c'est clair. Après, ce que j'apprécie dans ma méthode, c'est que comme dans ma méthode, dans celle que je t'ai un peu donnée tout à l'heure, c'est que comme justement je fais un budget annuel, en fait, les personnes doivent de toute façon remplir toutes leurs charges fixes et toutes les choses qui vont arriver au fur et à mesure de l'année. Donc après, la seule chose qui manque, c'est de prévoir les imprévus, c'est-à-dire la machine à laver qui va tomber en panne, finalement, je sais pas moi, ta fille, elle veut se mettre au foot, il y a ça à payer, ça arrive. Ça, c'est plus ça que je catégorise dans. Ouais, ça c'est les vrais imprévus, on va dire. Ou le plat qui tombe malade, etc. Tu vois. Donc ça, c'est plus ces imprévus, parce que les autres frais dont tu parles, les frais fixes, moi, je partage en fait la méthode en leur expliquant comment le faire, justement en le mensualisant, sur un budget annuel, j'allais dire en début d'année, mais tout le monde ne commence pas son budget le 1er janvier. Mais aussitôt que tu reprends tes finances en main et que tu appliques un budget annuel, c'est beaucoup plus facile de tout de suite remplir les cases que je donne, en fait, parce que tout est écrit. Donc normalement, il n'y a pas trop d'oubli. Mais ouais, je pense que c'est ça. Et après, enfin moi, un autre truc, je me permets de répondre à ma question aussi, du coup, pour qu'on échange. C'est un truc que je recommande aussi de base, pour les imprévus, justement. Comme tu dis, la machine à laver qui tombe en panne, des choses que tu ne peux pas anticiper, même sur le budget annuel. Moi, je recommande, et je pense que tu le fais aussi, d'avoir une épargne de précaution dans un premier temps suffisamment solide, justement pour faire face à ces imprévus. Ouais, et en fait, moi, je vais même un peu plus loin, parce que, enfin, un peu plus loin, peut-être que toi aussi tu y vas, c'est juste que tu l'as pas encore, tu ne l'as pas forcément partagé, mais en fait, moi, j'adore épargner ou mettre de l'argent de côté pour une raison particulière. J'aime pas, j'ai une épargne de précaution, et ça, je dis à tout le monde de le faire, ça c'est sûr. Mais j'aime encore plus mettre de côté pour quelque chose, pour quelque chose de concret. Donc, en fait, la méthode que je donne à mes élèves, c'est 2 choses pour prévoir les imprévus. La première, c'est de faire un tour dans ses comptes, cette fois des 12 derniers mois, et de repérer un peu les imprévus qu'on estime comme imprévus et qui ont un peu tiré le budget vers le bas. Par exemple, Noël. Chaque année, on est étonné qu'il faille acheter des cadeaux de Noël. Pourtant, Noël, la rentrée des classes. Chaque année, on est étonné qu'il faille racheter un cartable. Mais pourtant, il n'y a pas de surprise, tu vois. Ouais, ça c'est... Donc, ça, je conseille de faire ça. Et ensuite, comme je dis, de déterminer un montant, une date, et ensuite de casser le montant en mensualité, pour que chaque mois, on économise un peu pour le cartable, un peu pour Noël, un peu pour la rentrée scolaire. Et ensuite, ce que je conseille de faire, c'est de faire ce que j'appelle le tour du propriétaire. C'est-à-dire que tu vas faire le tour de ta maison, tu vas faire le tour de tes animaux, tu vas faire le tour de tes proches, et tu vas regarder ces 3 choses, ces 3 aspects-là, leurs besoins potentiels. Ta machine à laver va craquer, bon, peut-être que tu peux te faire une petite épargne machine à laver. Je sais pas moi, ta fille veut se mettre au foot, bon, tu vas commencer à épargner pour ça. Ton chat commence un peu à être vieux, bon, tu vas commencer à faire une petite épargne.
Donc au final, c'est un peu comme ce que toi tu préconises. C'est juste que moi, je demande en fait à celles que j'accompagne d'aller De mettre un nom dessus, l'épargne, quoi. ouais, d'aller encore plus loin parce que l'épargne de précaution, j'ai parfois des personnes que j'accompagne qui me disent ma voiture, faut que j'aille au contrôle technique, ça me fait vraiment chier de prendre dans mon épargne de précaution. Tu vois, parce qu'elles ont comme décidé que l'épargne de précaution c'était finalement c'était pour autre chose, pour quelque chose de plus important, comme par exemple une perte d'emploi, tu vois, vraiment quelque chose de plus fort que la machine à laver qui tombe en panne. Et du coup, c'est vrai que au niveau motivationnel, je pense que ça peut être vraiment plus motivant d'épargner pour quelque chose ou de mettre de côté pour quelque chose, même si ce quelque chose c'est pas le fun, même si c'est la machine à laver qui va tomber en panne ou la voiture, tu vois. Mais au moins on sait ce pourquoi on fait des efforts, et lorsque ça arrive, bah y a pas de problème. Moi, je veux dire, ça fait des années que j'épargne pour mon chat. Alors j'épargne pas grand chose, mais ça fait 4-5 ans qu'on épargne, mon copain et moi, mensuellement une petite somme. Et franchement, quand j'ai dû déménager mon chat de Montréal en Europe, et que j'ai dû faire payer tous les frais, payer le veto, payer le sac attitré pour qu'il rentre dans l'avion et tout, bah j'avais l'impression que c'était de l'argent pas qui tombait du ciel, mais ouais, mais c'était prévu, quoi. Tu l'avais anticipé, donc c'est fait beaucoup moins mal. C'est ça, j'avais anticipé à partir du moment où on l'a eu, et on a déménagé 3 ans après qu'on l'ait eu. Et même là, l'épargne, on continue chaque mois un tout petit peu. Comme ça, on se dit, le jour où on devra aller chez le veto, on va pas se dire, merde, tu vois, ça nous pose dans le budget. Et c'est pour ça que j'aime bien apprendre en fait à personnes que j'accompagne à leur dire, il faut que l'argent ait un sens, il faut que l'argent soit destiné à quelque chose. Ah, mais c'est super sensé, je partage à 100% de ce que tu dis. Voilà, la seule petite question que j'aurais, c'est pratiquement, enfin de manière pratique, ces petites épargnes dont tu mets un nom, est-ce que c'est du coup des choses que tu fais en liquide ou que tu ouvres des comptes spécifiques? Par exemple, pour l'épargne précaution voiture, épargne précaution chat, c'est des choses que si tu fais des enveloppes, ou c'est plus tu crées des petits comptes, des comptes courants sur des banques en ligne, ou? Ouais, c'est plus banque en ligne, parce qu'en fait, ce que je conseille, c'est et ce que je fais moi-même, c'est de faire en fait, quand tu te payes en premier, c'est de faire des virements automatiques vers tes différentes épargnes, tu vois. Donc, tu as des épargnes de précaution qui sont à court et moyen terme, et après, tu as des épargnes projets. Donc, si par exemple, tu épargnes 20% de ton salaire, et bien que dans ces 20%, tu aies des pourcentages particuliers pour chacun de tes projets. Comme ça, tu n'as plus à réfléchir et l'argent se disperse en fait automatiquement sur tes comptes épargne. Ouais. Et quand tu as besoin de l'utiliser, boum, tu retires les sous et puis voilà, tu vois. Ah bah écoute, là, mais franchement, pour être honnête avec toi, j'apprends un truc. C'est moi en général, je parle d'épargne précaution globale et je trouve que c'est super intéressant de catégoriser même tes épargnes de précaution, parce qu'au final c'est un petit peu ça, c'est que c'est plein de petites épargnes de précaution pour justement des imprévus qui arrivent régulièrement, mais quand on ne sait pas quand. Et ouais, je trouve que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, tu vois, un truc que moi j'aimais pas au début quand j'avais commencé à reprendre le contrôle, c'est que j'avais une épargne de précaution, je prévoyais pas mes imprévus, et cette épargne de précaution, tous les 3 mois, fallait que je tape dedans. Et ça me rassurait pas en fait, parce que c'était que pour des conneries, la machine à laver qui tombe en panne, j'ai pas prévu les impôts, j'ai pas prévu mon chat qui tombe malade. Et du coup, à chaque fois que je me sentais bien parce que je mettais de l'argent de côté, eh bien, c'était cassé par le fait que je devais retirer les sous, finalement. Et que je me suis dit, si un jour quelque chose de grave arrive, genre, je perds mon emploi ou je dois passer trop de temps à l'hôpital, fait que j'ai un souci de paiement, eh bien, j'ai plus d'épargne de précaution parce que j'ai dû réparer ma machine à laver, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je différencie vraiment l'épargne de précaution des épargnes imprévues en fait. Ouais, il y a juste un petit truc que j'aimerais ajouter sur un des imprévus dont tu as cité tout à l'heure, par exemple la rentrée des classes et Noël, où ça c'est clairement des imprévus, enfin c'est des grosses dépenses qui sont largement anticipables. Moi, quelque chose que je recommande, alors je crois que tu l'as dit plus ou moins tout à l'heure, mais je juste le reprécise, ce que je fais personnellement et ce que je recommande, c'est par exemple étaler les dépenses. Par exemple, Noël, ça arrive toujours en décembre. Au lieu de plomber son mois de décembre avec toutes les dépenses de Noël, pourquoi pas faire une partie des cadeaux en novembre? Par exemple, on a 300 € de budget cadeau, mais on en fait 150 en novembre, 150 en décembre. Pareil pour la rentrée.
En août, on commence les dépenses de la rentrée, on les termine en septembre. C'est juste, voilà, je sais pas si c'est ce que tu préconises aussi, mais ça permet de lisser les dépenses et de pas avoir un mois trop difficile pour des choses qui sont anticipables, quoi. Et tu veux dire épargner sur 2 mois à l'avance, par exemple? Ou tu veux dire... Non, pas épargner, c'est d'attribuer dans ton budget mensuel, au lieu de payer tous tes cadeaux en décembre, dans ton budget mensuel du mois de novembre, tu te dis, ok, ce mois-ci, j'aurai 150 € qui partent dans les cadeaux de Noël. Ouais, bah en fait c'est ça que je préconise par la mensualisation. En fait, dès que les personnes que j'accompagne commencent ma formation, très rapidement on détermine les imprévus, dont la rentrée des classes et Noël. Et en fait, un des premiers trucs que je leur demande de faire, peu importe la période à laquelle elles commencent la formation, c'est de créer un compte épargne et de mettre chaque mois de l'argent dessus pour Noël. Donc en fait, moi, il y en a qui épargnent pour Noël dès janvier en fait. Ça dépend quand est-ce qu'elles prennent ma méthode. Et là, lorsque j'ai lancé la première fois Finance Sereine en juin, très rapidement le concept des imprévus est arrivé, et donc il y en a qui ont épargné dès juin. Et en fait, elles m'ont écrite en novembre, elles m'ont dit ça y est, j'ai tout épargné. Du coup, je commence déjà pour en novembre 2020, je commence déjà pour Noël 2021. Donc là, j'en ai déjà qui épargnent chaque mois, et c'est cool parce que quand tu divises ton épargne mensuelle, bah c'est juste 20 € finalement, tu vois. Et du coup, le Noël, c'est pas une mauvaise pilule à avaler, tu vois. Ça, c'est agréable en fait, puisque parce que tu l'as bien anticipé, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis moi, c'est ce que je fais. Et ce qui est vraiment cool sur les banques en ligne, comme par exemple N26, mais sans doute sur les autres, c'est que tu peux, pour chaque enveloppe que tu crées, tu peux te déterminer un montant à atteindre et une date. Et du coup, il te donne en fait le pourcentage de réussite du projet. Donc en fait, c'est trop motivant parce que quand tu ouvres ton application, tu dis ouais, je suis à 60%, ouais, je suis à 70% de avec des chiffres, ça motive encore plus. Ça c'est cool. Donc ouais, moi j'irais même plus loin. Moi j'ai pas. Enfin, en fait, à partir du moment où tu détermines tes imprévus, peu importe le mois où tu commences, tu mensualises et tu fais ça tout le temps. Et du coup, t'as plus vraiment de grosses sommes à sortir puisque tout est mensualisé. Je pense que les gens ils vont apprendre pas mal de choses en t'écoutant. Ah bah c'est Alors après, je sais pas si c'est quelque chose que toi tu traites dans ton accompagnement. Est-ce que des fois tu as des gens qui ont des difficultés à sortir du découvert ou de l'endettement? Oui, ben je veux dire j'ai des gens qui sont endettés ou à découvert. Oui, et qui le sont depuis de longues périodes. D'accord. Et ça, dans l'accompagnement aussi, tu inclus aussi des conseils là-dessus? Ouais. En fait, l'accompagnement que je fais, il est fait pour tout le monde. Peu importe sa situation de départ. C'est ce que je dis souvent. Même si t'as découvert, même si t'as des dettes, même si t'as un petit salaire, même si c'est la merde. En fait, la méthode, elle est la même pour tout le monde. Ce qui va changer, c'est l'effort. C'est l'effort que les gens vont être prêts à mettre dans ce changement. Et par là, je veux pas dire se priver, mais plutôt la persévérance qu'ils vont mettre et l'ouverture d'esprit qu'ils vont avoir en fait dans leur changement. C'est ça qui fait toute la différence en fait. Du coup, on arrive à la fin de l'interview, Sophie. Est-ce que du coup, tu peux me parler un petit peu de tes actualités en ce moment ou des produits ou formations que tu proposes? Alors, t'en as déjà parlé un petit peu pendant l'interview. Tu m'as parlé de Finance Sereine et des accompagnements, mais est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus en quoi ça consiste et où c'est qu'on peut te retrouver? Ouais. Alors, si vous voulez me retrouver, mon blog Riche au féminin, c'est un très bon point de départ. J'ai aussi un compte Instagram et une chaîne YouTube qui porte le même nom. Et au niveau de l'actualité, je sais pas quand va sortir ton podcast, mais en janvier 2021, je pense plus ou moins au milieu du mois, je vais réouvrir la formation Finance Sereine. En fait, les inscriptions. Pourquoi est-ce que je dis réouvrir? C'est parce qu'en fait, moi, je fonctionne sous forme de promotion. Donc, en fait, c'est une formation Finance Sereine qui dure 7 semaines et qui amène des femmes qui sont endettées, à découvert ou qui n'arrivent pas à épargner, à justement en finir avec la dette, le découvert, à apprendre à gérer leur argent sereinement et à épargner. Donc, il y a vraiment toute une transformation qui se fait sur cette semaine.
Et c'est pour ça que je fonctionne sous forme de promotion, parce que je veux vraiment suivre de près mes élèves. Donc j'ouvre les portes. Quand je les ferme, on commence tout ensemble. On fait 7 semaines ensemble, et ensuite je réouvre les portes pour vraiment pouvoir suivre au plus près les progrès des personnes que j'accompagne. Alors ça tombe très bien parce que du coup le podcast sortira vers mi-janvier 2021. Donc ce sera parfait. Parfait. Du coup, j'ai une autre nouvelle à partager dans ce cas-là. J'en ai pas encore parlé à ma communauté, mais comme ça va sortir justement en janvier, c'est bon. Cet été, donc en été 2020, j'ai écrit un livre sur le budget et sur l'écologie. Et parce qu'en fait, j'ai aussi un gros attrait vers les problématiques écologiques et comment on peut les intégrer économiquement à nos budgets. Et du coup, j'ai été contactée pour écrire un livre sur le sujet qui sortira aux alentours du 15 janvier. Donc voilà, petit exclu pour tes auditeurs. Ok, super. Ouais. À ce moment-là, je mettrai le lien dans l'article et dans le podcast. Alors. Ben oui, avec plaisir. Le livre s'appelle Zéro budget. En fait, c'est une contraction du concept de zéro déchet et de budget. Donc, c'est vraiment comment allier ces valeurs écologiques à son budget sans pour autant que ça nous coûte un bras. Et comme moi, je suis très orientée pratique, ce que j'ai décidé de faire dans ce livre et ce que j'ai pu faire, je suis vraiment contente que l'éditeur était d'accord avec ça. C'est en fait de orienter tous mes conseils sous forme de défis. Donc c'est vraiment un bouquin où les gens vont pouvoir écrire dedans, ils vont lire mon conseil et après je donne un exercice pratique pour appliquer ce conseil au budget de chacun. Donc comme ça c'est pas juste un joli livre qu'on lit une fois et qu'on se dit ça a l'air génial, mais qu'on n'a aucune idée de comment l'appliquer. J'espère que les gens vont se dire c'est génial, et que en plus de ça ils vont passer à l'action en appliquant justement les conseils que je donne par rapport avec les exercices pratiques en fait. D'accord, top. Non mais je trouve que c'est super d'avoir un aspect pratique dans les bouquins. Je pense que c'est vraiment vraiment important. Ouais, mais je pense que c'est ça qui font que les gens passent à l'action, et c'est ce que je fais énormément avec ma formation Finance Sereine. C'est que donc j'ai 7 modules puisque ça dure 7 semaines, et dans chacun des modules je donne toujours un cahier d'exercices, que j'appelle ça un workbook, où les personnes sont pas juste à m'écouter, elles ont un cahier qui est beau en plus. Donc en plus je joue un utile à l'agréable et qui en fait leur explique exactement ce qu'elles doivent faire pour justement passer à l'action. Comme ça, le passage à l'action, il se fait avec plaisir et tranquillement, et c'est pas une tannée quoi. Pour terminer l'interview, alors j'ai toujours 2 questions que je pose à tous mes invités. Ouais. Alors la première, je vais pas forcément te la poser parce qu'on a déjà répondu pendant toute l'interview, c'est comment tu gères personnellement tes finances. Ouais. Mais voilà, je pense que les gens sont plutôt au courant avec ce qu'on s'est raconté. Ouais. Et la deuxième, par contre, c'est que tu nous dises quel est le livre qui t'a fait un déclic ou qui t'a le plus marqué dans ta vie. Donc en non-fiction. Ouais, oui, sinon j'allais te dire Harry Potter, mais le livre qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Père riche, Père pauvre de Robert. Je pense que j'écorche son nom. C'est Kiyosaki. Ouais, c'est ça. Ok. Ça m'a vraiment marqué en fait par la simplicité avec laquelle il explique le vrai rôle de l'argent. Et les vrais mécanismes en fait d'enrichissement. Et quand je dis vrais mécanismes, c'est parce que je pense qu'on a tous des croyances qui sont influencées par la société, par ce qu'on est censé faire avec notre argent, par c'est quoi la richesse. Et lui, la manière dont il l'explique, je trouve que c'est limpide. Et moi, je l'ai lu une première fois il y a plusieurs années maintenant, il y a peut-être 4-5 ans. Et là, je l'ai relu il y a pas longtemps. Et en fait, je l'ai pas du tout intégré de la même manière, parce que au tout début, il y a 4-5 ans, c'était waouh, c'est incroyable. Le mec a réinventé l'eau chaude. Et là maintenant, avec toute la connaissance que j'ai beaucoup plus dans les finances personnelles, là j'avais comme un niveau supérieur en me disant c'est tellement bien expliqué. Ouais. Il a fait un super travail de vulgarisation en fait.
Parce que moi, à l'époque, j'étais au premier niveau, fait que je mangeais ça comme du popcorn. Je me disais, mais c'est génial, c'est génial. Et là, quand je l'ai relu, je me suis dit, il faut que moi, dans tout ce que je fais, que ce soit mes vidéos, mes articles, ma formation, il faut que ce soit limpide comme lui. Parce que si ça a changé un petit peu, il n'y a pas que lui qui a changé ça, mais si ça a eu autant d'effets sur moi au tout début, c'est incroyable l'effet que peuvent avoir des paroles limpides sur un sujet qui peut paraître aussi compliqué que ça, en fait, que l'argent. Donc, mais je partage à 100% ce bouquin, c'est le premier livre peut-être à lire par toute personne qui s'intéresse aux finances personnelles, hein, c'est clair. Okay. Que ce soit, comme tu dis, en mangeant du popcorn, c'est-à-dire en découvrant le sujet, ou même quand on a vraiment creusé le sujet, comme toi et moi, et puis le relire après, on apprend toujours des choses. Et c'est vraiment, vraiment un classique que je recommande aussi. Et toi, c'est quoi ton classique à toi? Ouf, j'en ai pas mal. On va dire, moi, le tout premier, vraiment tout premier qui m'a fait vraiment le déclic sur, on va dire, qui m'a donné envie d'arrêter, du moins, le salariat et de créer, par exemple, ce business, c'est La semaine de 4 heures. Ah, de Tim Ferriss, ouais. C'est aussi, je l'adore aussi, ce bouquin. Ouais. Ça a été le premier bouquin qui m'a vraiment fait un déclic, quoi. Après, je pourrais en citer pas mal d'autres, mais celui-là, il m'a vraiment fait un déclic. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je l'ai aussi lu plusieurs fois. En fait, 2 fois. C'est pas plusieurs, 2 fois. En fait, je me rends compte que quand j'aime vraiment un bouquin et qui m'a vraiment marqué, souvent je le lis une première fois, je le décante, j'y pense pendant une certaine période et après j'ai besoin de le relire juste pour m'assurer que c'était vraiment si beau. T'as bien tout compris. Et ouais, c'est vrai que Tim Ferriss, je crois que je l'ai aussi lu 2 fois. Ouais. Et puis même moi d'ailleurs, j'en ai fait un podcast spécifique où je reprends un peu une de ces théories, enfin une de ces thématiques qui parlent, c'est la réalisation de chronorêves. Ah ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, tout à fait. Et j'en ai fait un podcast, un article de blog où justement en gros j'adapte la méthode qui l'explique un peu à la française. Et ouais, enfin pour dire à quel point il m'a marqué, voilà, j'en ai fait un podcast spécifique, quoi. Et après il y en a un autre aussi que j'ai beaucoup apprécié, mais que j'ai découvert il y a pas longtemps et du coup j'ai pu interviewer l'éditeur et traducteur en français de ce livre qui s'appelle The Millionaire Next Door. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Oui, je l'ai lu, mais je l'ai lu en anglais. Il a été traduit en français? Ouais, il a été traduit en français il y a quelques mois et j'ai pu interviewer donc le traducteur éditeur. Wow. Et je t'invite à écouter le podcast qui traite du sujet. Et voilà, et je pense que j'aime bien en parler parce que voilà, c'est un bouquin qui est pour moi un classique aussi pour prendre conscience de plein de choses sur la gestion du budget, de la gestion de l'argent. Et vu qu'il était pour les gens qui étaient rebutés à l'idée de lire en anglais, voilà, il est accessible aujourd'hui en français et voilà, il se lit super bien et c'est vraiment un classique aussi que je recommande. Ah ça c'est cool. Mais tu vois, moi avant de me mettre dans les finances personnelles ou même dans l'entrepreneuriat, j'étais très roman. Tu vois, c'est pour ça que j'ai plaisanté en te disant sinon je t'aurais dit Harry Potter. Mais j'étais très roman, très histoire. Et en fait, depuis que j'ai découvert les finances personnelles, le développement personnel et l'entrepreneuriat, mais je ne fais que ça, que lire des bouquins là-dedans, et je trouve ça aussi fascinant et aussi c'est ça, il y a pas de suspense, mais tu vois, t'es aussi à fond dedans en fait qu'un bon roman bien écrit, quoi. Ah mais le truc c'est que t'apprends tellement de choses. Ouais. Là, c'est un plaisir différent, quoi. C'est un plaisir différent. Dans un bouquin, t'es pris par l'histoire et tu voyages, et là en fait tu sens que tu grandis et que t'apprends des choses, tu réalises des choses, et c'est c'est un truc que je me dis à chaque fois que je lis un bouquin comme ça, où je me dis waouh, c'est incroyable. Je me dis, mais pourquoi on nous l'a pas dit avant? C'est clair. Ouais, pourquoi on nous faisait lire Germinal? Ouais, voilà. C'est vrai, c'est fou ça. Donc un truc que je pense qui serait fantastique, mais ça c'est un tout autre sujet, c'est que ce genre de choses axées sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, les finances, ou plein d'autres sujets plus pratiques qui nous permettraient de mieux vivre notre vie, on devrait nous l'apprendre à l'école. Ah ouais, ça c'est un truc que je cite très souvent dans mes newsletters et sur mon blog, je l'écris noir sur blanc, c'est que l'éducation financière, elle s'apprend pas à l'école malheureusement. Non. Alors, on nous apprend un paquet de choses à l'école, mais par contre on nous apprend pas à gérer un budget, alors que ça concerne vraiment tout le monde, quoi. Tout le monde va être amené dans sa vie à gagner de l'argent et à le dépenser. Ouais.
mais personne nous apprend à gérer notre budget ou à gérer nos finances personnelles, à épargner, enfin voilà, tout ce dont on a parlé. Hein. Et moi, c'est clairement la raison pour laquelle j'ai été motivé à lancer ce projet, hein, pour réparer un peu cette injustice, tu vois, on nous a pas appris ça à l'école, alors moi je vais transmettre mes connaissances et ce que je peux apporter au monde sur ce sujet, quoi. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que c'est pas étonnant qu'il y ait autant de personnes qui se retrouvent dans la panade. En fait, c'est parce que notre seule éducation financière, puis là je mets des guillemets, mais tu peux pas me voir. C'est que, en fait, elle vient de notre univers familial, tu vois, ou de nos proches. Et on n'est pas tous égaux, en fait, sur ça. Non, et il suffit qu'on ait eu des univers familiaux qui soit ne s'occupent jamais de leur argent ou qui n'en parlent pas ou qui soient tabous ou peu importe. Je veux dire, les résultats actuels ne sont pas étonnants. Et c'est ça en fait, si on commençait à communiquer plus, à apprendre, et pas à apprendre comme on a appris plein de choses à l'école où on fait juste prendre des notes et tout le monde s'en fout, j'allais dire, mais vraiment à faire des exercices pratiques et ludiques et à rendre l'argent le fun en fait, je pense qu'on aurait plus autant de problèmes de dette de découvert ou de mauvaise gestion actuellement en fait. Ouais, mais c'est clair. Et écoute Sophie, merci infiniment en tout cas pour cet échange, pour l'interview et puis pour tout ce que t'as pu apporter comme valeur là dans cet épisode. J'espère vraiment que ça pourra aider un maximum les gens. Et donc voilà, vous pouvez la retrouver principalement sur donc son site internet Riche au féminin et son compte Instagram. C'est bien ces deux endroits où on te retrouve le plus facilement, c'est ça? C'est ça. Et puis si il y en a qui sont plus vidéos, j'ai aussi fait je pense l'année dernière quelques vidéos sur YouTube qui je pense qu'il y en a 8 ou 10, quelque chose comme ça, justement sur le budget et puis des petits conseils faciles à appliquer pour tout changer, j'allais dire. C'est un petit peu extrême, mais pour changer rapidement pas mal de choses, en fait. Ok. Et puis, à partir de mi-janvier, la promo, elle rouvre. C'est ça, la promo 3. On en est déjà à la promo 3, ouais. C'est trop bien. Ouais, c'est vrai que le temps passe, mais c'est vraiment cool quand je vois l'enthousiasme en fait de mes élèves. Je me dis, j'ai réussi mon projet qui était de faire que l'argent ce soit quelque chose de fun et que ce soit juste un outil en fait, un outil de vie et pas une tannée, pas un poids qui te tire vers le bas en fait. Trop bien. Et puis voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait, et puis regarder son compte Instagram, ses vidéos et puis son blog. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Écoute, merci beaucoup Thomas pour ce podcast. C'était vraiment un plaisir d'échanger sur ce sujet. Je pourrais en parler pendant des heures, donc c'est cool, on a réussi. Ouais, c'est l'objectif de tenir 1 heure. On a 1h01 là, ça va. C'est ça. Ouf, mission accomplie. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Sophie, et puis je te dis à bientôt alors. Merci à toi. Bye. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un mon e-book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, téléchargez mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.